Novembre 2021. Je travaillais comme inspecteur de biens immobiliers pour une grande banque régionale, ce qui est une façon élégante de dire que je vérifiais des saisies fantômes, des maisons abandonnées depuis des années pendant que les avocats se disputaient les titres de propriété. La plupart de ces endroits se trouvaient au milieu de nulle part, des carcasses pourrissantes de rêves de banlieue que la forêt reprenait lentement. On m'avait assigné une immense propriété de 5 chambres à la lisière d'un lotissement abandonné pendant 3 semaines consécutives. Le 4e lundi, je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé un bol de flocons d'avoine tout chaud, fumant sur le comptoir, exactement là où je pose habituellement mon ordinateur pour charger mes rapports. La maison était une vaste demeure bourgeoise au bout d'une impasse. Aucun voisin à au moins 1 kilomètre à la ronde. C'était le genre de silence qui pèse lourd, comme si l'air lui-même pressait contre vos tympans. Je me souviens être resté là, dans la cuisine, à fixer ce bol. La vapeur s'en élevait encore en de minces rubans fantomatiques. Je n'avais pas vu une seule âme sur cette propriété en 21 jours. Ma première pensée n'a pas été la peur, mais la confusion. J'ai pensé qu'un autre inspecteur avait peut-être été affecté. Mais c'est alors que j'ai remarqué la cuillère. C'était une cuillère en argent terni que j'avais reconnue dans un tiroir que j'avais répertorié dans la salle à manger la semaine précédente. Je suis resté parfaitement immobile, à l'écoute. Le vent sifflait à travers les fentes des cadres de fenêtres à l'étage. Mais pour le reste, la maison était un tombeau. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun signal. Ce n'était pas inhabituel pour cette zone, mais soudain, cela ressemblait à une condamnation à mort. J'ai sorti mon couteau de poche, la petite lame me paraissant dérisoire dans ma main. « Il y a quelqu'un ?» Ma voix n'a même pas atteint la pièce d'à côté. Elle s'est simplement éteinte dans l'air poussiéreux. J'ai décidé de terminer ma visite le plus vite possible et de foutre le camp de là. Je me suis dirigé vers les escaliers de la cave, me disant que j'allais juste vérifier le chauffe-eau et partir. Le sous-sol était un espace caverneux et inachevé, avec des murs en béton et un sol en terre battue tout au fond. En atteignant la dernière marche, j'ai senti quelque chose. Ce n'était pas l'odeur habituelle de moisissure et de vieux bois. C'était du savon. Plus précisément, c'était la marque exacte de savon, le petit marseillais que j'utilise chez moi. J'ai senti une sueur froide perler sur ma nuque. J'ai braqué ma lampe de poche vers le coin buanderie. Là, suspendue à un tuyau rouillé, se trouvait une serviette humide, et sur le sol, juste en dessous, il y avait une paire de chaussures de sécurité. Je me suis figé. Le bruit venait de juste au-dessus de moi, dans la cuisine. Quelqu'un marchait exactement là où je me tenais 30 secondes plus tôt. Mais ce n'était pas une marche ordinaire. C'était un bruit rythmé, un lourd boum-traîne, boum-traîne. On aurait dit que quelqu'un traînait quelque chose, ou que quelqu'un essayait de marcher avec des chaussures qui n'étaient pas à sa taille. J'ai réalisé avec une décharge de pure terreur que les chaussures sur le sol étaient exactement de la même marque et de la même pointure que celles que je portais. Je n'ai pas attendu de voir qui était en haut. Je me suis précipité vers la trappe à charbon, une petite porte métallique en haut du mur de fondation. Je me suis extirpé de cette maison et je n'ai pas arrêté de courir avant d'être à l'intérieur de ma camionnette. J'ai verrouillé les portières, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine insérer la clé dans le contact. Je suis resté assis là 1 minute à fixer la porte d'entrée de la maison. Rien ne bougeait, personne n'est sorti. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Peut-être était-ce un sans-abri qui avait trouvé mes déchets et commençait à m'imiter. Ça arrive. Les gens perdent la tête quand ils vivent dans un isolement total. J'ai conduit jusqu'à la station-service la plus proche. J'ai appelé mon superviseur et je lui ai dit que je n'y retournerais pas sans un partenaire. Il a soupiré, m'a traité de petit gars de la ville.
mais a accepté de me retrouver là-bas le lendemain matin. Le mardi matin était gris et glacial. Mon patron Marc m'a rejoint au portail avec son 4x4. C'était un homme imposant, un ancien flic qui ne croyait ni aux fantômes ni aux mauvaises ondes. C'est probablement juste un clochard, gamin, a-t-il dit en tapotant sa ceinture où il gardait une lampe torche ultra puissante. Nous sommes entrés par la porte principale. La cuisine était vide. Le bol de flocons d'avoine avait disparu. Le comptoir était parfaitement propre. Même la poussière avait été balayée d'une manière qui suggérait que quelqu'un avait passé des heures à polir le granit. Nous nous sommes dirigés vers le sous-sol. La serviette n'était plus là. Les chaussures avaient disparu. Marc m'a regardé avec un sourire moqueur. « Tu es sûr que tu n'as pas rêvé, Thomas ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai conduit au fond du sous-sol, vers la zone en terre battue. Je voulais lui montrer les empreintes de pas. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai vu quelque chose qui a fait disparaître le sourire de Marc instantanément. Au milieu du sol en terre, quelqu'un avait creusé une fosse peu profonde. Elle mesurait environ 1,80 m de long sur 60 cm de large. Posé à l'intérieur de la fosse, il y avait un carnet. Je l'ai ramassé. C'était un journal de bord de terrain standard, identique à celui que j'utilisais pour le travail. Je l'ai ouvert à la première page. C'était un emploi du temps. Mon emploi du temps. 8h45, Thomas arrive. 8h50, Thomas entre par la porte latérale. 9h15, Thomas descend au sous-sol. C'est là que je m'exerce à imiter sa démarche. J'ai tourné la page. Il y avait des dizaines de croquis de mon visage. Certains étaient sommaires, mais d'autres étaient incroyablement détaillés, capturant la façon exacte dont mes yeux se plissent quand je regarde un luminaire. La dernière entrée datait de la veille. Elle disait simplement « Il a vu les flocons d'avoine. Il se rapproche. Je dois terminer la transition ce soir. On s'en va », a dit Marc, sa voix descendant d'une octave. Il n'a même pas regardé autour de lui. Il a juste attrapé mon épaule et a commencé à me tirer vers les escaliers. La porte en haut des escaliers du sous-sol s'est refermée violemment. Nous avons entendu le lourd verrou s'enclencher. Nous étions piégés dans le noir. Nous avons entendu le lourd verrou s'enclencher. Nous étions piégés dans le noir. Marc a commencé à se jeter de l'épaule contre la porte, mais c'étaient de vieilles portes en chêne massif, construites pour durer un siècle. J'ai braqué ma lampe vers la trappe à charbon, mais elle avait été condamnée de l'extérieur avec du contreplaqué épais. Puis, nous l'avons entendu. De l'autre côté de la porte du sous-sol, une voix a parlé. « Soam les ens et tumpxi, molidem son. » Ce n'était pas la voix d'un étranger, c'était la mienne. C'était exactement le même ton, la même cadence, et même ce léger enrouement que j'ai quand je suis nerveux. « Ne t'inquiète pas, Marc, » a dit la voix derrière la porte. « Je suis prêt à envoyer les rapports maintenant. Je crois que je maîtrise parfaitement la démarche. » Nous avons entendu le boom-train. Boom-train, des pas qui s'éloignaient de la porte, se dirigeant vers la cuisine. Ça sonnait exactement comme moi, si je traînais un tout petit peu le pied gauche. Marc a fini par réussir à briser une petite fenêtre du sous-sol, près du plafond. Nous nous sommes faufilés à travers, en nous coupant sur le verre, et nous avons couru vers les voitures. Ma camionnette avait disparu. Mes clés étaient restées sur le contact, exactement comme je les avais laissées dans ma panique la veille. La police a retrouvé le véhicule 2 jours plus tard dans un autre département, abandonné sur le parking d'un centre commercial. À l'intérieur, ils ont trouvé mon gilet de sécurité, mon badge d'identité et un tas de cheveux qui avaient été rasés. Ils n'ont jamais retrouvé l'homme. J'ai démissionné de ce travail dès le lendemain.
J'ai déménagé dans une autre région, j'ai changé de numéro de téléphone, et je ne laisse plus jamais mes clés dans la voiture. Mais parfois je marche dans la rue et je vois mon propre reflet dans la vitrine d'un magasin. Pendant une fraction de seconde, je me fige, me demandant si c'est vraiment moi qui me regarde, ou si c'est lui, parce que de temps en temps, je me surprends à traîner le pied gauche. Juste un tout petit peu, et c'est là que l'histoire s'arrête. On se voit au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.